Evosport, c'est une filiale de UM6P. C'est une filiale de UM6P qui a été créée en 2024 et qui est dédiée au développement du sport, de manière générale, d'accord, de développement du sport et participer justement à tout le projet et la dynamique sportive au niveau marocain. Donc, il est à 100% détenu par l'UM6P et justement, il a été créé, comme j'ai dit, dans une vision de créer un hub sportif qui va participer d'une manière ou d'une autre au développement de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau du Maroc. Je pense que c'était un bon momentum pour créer cette société et qui est là justement pour participer au développement de tout l'écosystème du sport au Maroc. Elle est venue aussi pour répondre à des enjeux, à des opportunités, que ce soit au niveau marocain ou africain. Et il y en a trois, hein. On a identifié avant la création et pendant la création, on a identifié trois enjeux, on va dire, prioritaires. D'abord, il y avait un enjeu de professionnalisation, de gouvernance du sport d'une manière générale, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Donc ça a été rappelé justement par la feuille de route tracée par Sa Majesté Lensro et qui a mis justement cette gouvernance parmi les piliers. En plus, bien sûr, de l'infrastructure, du développement de l'infrastructure et de la formation. Le deuxième point, justement, et ça, c'est fortement lié avec une logique de développement, c'est la formation. Donc, c'est la formation et la formation dans les métiers du sport, la formation sur la gouvernance du sport, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va professionnaliser sans pour avoir les gens qui sont fortement qualifiés dans les métiers du sport. Et un troisième enjeu, c'était justement l'investissement. Comment rendre le sport et l'économie du sport sustainable, durable dans le temps. Donc, il y avait un enjeu justement de créer des modèles d'investissement de sport qui soient pérennes. Donc, tout ça, et si on rapporte ça par rapport aussi aux valeurs qu'on porte au niveau de M6P ou du groupe du manière générale, c'est de comment créer et faire du sport un levier de développement économique, socio-économique, avec un fort impact sur les jeunes, un fort impact sur l'économie et sur les jeunes dans un premier temps. Donc voilà, il y avait ces enjeux-là, il y avait ces priorités-là, et on a créé EvoSport avec trois axes importants, structurants, un axe d'investissement sur les talents et sur les infrastructures, un axe de formation et d'innovation. Et un troisième axe, c'est tout ce qui est operations and delivery, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des actifs sportifs et comment valoriser au mieux les investissements sur les infrastructures sportives. Donc voilà, ces trois axes qui constituent un peu notre positionnement et notre stratégie dans le sport. C'est un programme qui a été lancé par la fédération euh, et avec le président de la Fédération royale marocaine de football en particulier, qui a eu cette idée justement de créer ce fonds de formation. Le fonds de formation, donc avec des partenaires, la fédération et d'autres partenaires économiques dans OCP. Et l'idée, c'est de créer ce fonds pour développer une formation professionnelle, pour créer un modèle professionnel de développement des jeunes et de la formation footballistique au Maroc. Donc, c'était une vision vraiment euh, très innovante, hein. C'est le premier modèle dans le monde, et je sais ce que je dis parce qu'on a fait, on a fait les benchmarks dans le monde, de pouvoir aller et créer ce modèle-là. C'est venu justement dans la continuité de tous les efforts qui ont été faits par la fédération en termes de mise en place des infras qui sont la base justement de la pratique du football. On est parti, on a eu des modèles euh, de centres de formation, euh, on va dire modèles au niveau marocain, à sa tête l'académie Mohamed VI, qui a donné ses fruits. Et on retrouve des gens et des joueurs
à l'international qui était présent dans la Coupe du Monde 2022. Donc ça, c'est un modèle qui inspire un peu et on s'est dit, grâce à ce modèle-là, on a 2026, on a 2030, donc il va falloir démultiplier ce modèle-là un peu dans le Maroc et justement créer les modèles un peu partout dans les clubs professionnels. Donc ça a été créé, le fonds a été créé dans une logique justement de professionnaliser les centres de formation. Et donc, professionnaliser, il y a deux niveaux. Un niveau technique qui est porté par la direction technique nationale, qui, elle, s'assure à ce que les programmes, on va dire, de formation technique soient au meilleur standard, soient déclinés de la meilleure façon et c'est géré justement et c'est supervisé directement par la direction technique nationale. Ça permettra un peu d'homogénéiser un peu notre positionnement technique au Maroc. Et un deuxième volet qui est la gestion opérationnelle. Donc la gestion opérationnelle, qu'est-ce que ça veut dire par la suite? C'est la gestion financière, administrative, logistique, gérer le programme sport-études, s'assurer de mettre en place les programmes de performance dans les centres de formation. Donc voilà, aujourd'hui on travaille en binôme avec la direction technique nationale. On a essayé de mettre en place les bonnes pratiques et les meilleurs standards de gouvernance dans ces centres de formation pour justement créer un modèle qui soit pérenne dans le temps. Dans ce partenariat, il y a trois intervenants. Il y a les clubs, il y a la fédération et il y a Evosport. Evosport, là, elle a pris en charge, comme j'ai dit, tout le volet administratif, gestion du personnel des centres de formation, recrutement de ces personnels-là, euh, tous les volets, on va dire, logistiques. Et donc là, on est dans une logique de co-construction avec les clubs. Parce qu'il faut dire que c'est les centres de formation, c'est toujours les centres de formation des clubs. Là, on est en support, que ce soit la DTN ou Evosport, on est en support de ces clubs-là pour justement essayer de les aider à construire et à professionnaliser leurs centres de formation. Donc là, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est en parfaite collaboration avec les dirigeants des clubs qui ont compris que la pérennité et la performance des équipes premières ne pourra venir que si on a un très bon centre de formation. Donc, on a un alignement parfait par rapport à cette vision-là, qui, in fine, va verser vers une vision nationale, parce que demain, si on a les centres de formation très forts, on a des joueurs de très bonne qualité, et donc on a des clubs de très haut niveau. Si on a des clubs de très haut niveau, on a une ligue de très très haut niveau et qui est visible. On a une équipe nationale qui est très très forte et par la suite des retombées économiques pour l'ensemble des intervenants et de la chaîne de valeur. Donc voilà, aujourd'hui on est en parfaite collaboration d'ailleurs quotidienne avec les clubs qui s'inscrivent parfaitement sur cette vision-là. Alors, la professionnalisation, on va dire, c'est une résultante. On va pas parler de la résultante, on va parler des différents volets. D'accord? Des différents volets, que ce soit technique, que ce soit logistique, etc., médicaux, mise en place des process. La professionnalisation, comme j'ai dit, c'est là où tu peux dire, c'est la vision, le résultat qu'on va avoir. Certes, il y a des différences entre les différents clubs. Euh, L'objectif, encore une fois, pour nous, c'est d'équilibrer et d'avoir le même standard partout. Donc cette année, on essaie justement de faire ça, de telle manière à, à mettre tout le monde au même niveau. Et tout dépend encore une fois de la volonté du club. Il y a des clubs qui étaient avancés et qui sont aujourd'hui, c'était plus facilement de dérouler le programme. Ils étaient même autonomes, pour dire les choses très très clairement.
Il y a des clubs où on n'avait presque pas de valeur ajoutée parce ils étaient déjà structurés, déjà on a mis tout en place et qui servent aujourd'hui même de benchmark sur certaines pratiques pour les autres clubs. Et c'est ça, on va dire, la valeur ajoutée d'avoir une seule structure, c'est que on a une vision un peu 360 de ce qui se passe. Donc on peut détecter une bonne pratique dans un club et essayer de la généraliser dans d'autres clubs. Donc, véritablement, il y a pas on va dire, un club plus professionnel que d'autres, mais justement une temporalité différente. Et on espère, Inch'Allah, d'ici la fin d'année, euh, assainir tous on va dire, les gaps et commencer une nouvelle année, Inch'Allah, avec tout le monde. Encore une fois, ça tout dépend du club, de sa volonté. Il y a des clubs qui viennent et dire, écoutez, moi je pense aller encore plus loin. Ils prennent même ça à leur charge. Donc, ils sont dans le jihad, dans l'innovation, dans des choses encore plus. Ça fait plaisir. Ça, encore une fois, nous, il faut être très, très humble. On n'est pas là juste pour dire aux gens ce qu'ils ils savent. Dans la plupart des gens, c'est des gens de métier. Ils savent ce qu'il faut faire. On est en train juste de les aider, de les supporter pour le faire rapidement. C'est un projet pour le moment des 10 ans. Pourquoi des 10 ans? Parce que on sait tous que le parcours de formation, le cycle de formation, il prend quand même du temps. Donc il y a un temps de construction, un temps de stabilisation et un temps de développement. Et on a estimé que justement la durée globale devrait se situer autour de 10 ans pour le moment. Et par la suite, je ne sais pas, ça dépendra justement des résultats qu'on espère être positifs. Mais a priori, pour le moment, en tout cas, c'est 10 ans. Au fait, il y a plus des clauses d'entrée. Des clauses d'entrée, c'est que le club devra avoir déjà la volonté de s'inscrire, c'est le cas pour tout le monde, mais aussi les infras nécessaires pour déployer, parce qu'il y a un cahier de charges qui a été mis en place, et sur la base des cahiers de charges, il y a eu une acceptation justement d'intégrer les centres de formation. Euh, Aujourd'hui, comme j'ai dit, on est en pleine construction. Le club commence à voir, même si c'est une première année, une année de construction, une année transitoire, commence à comprendre que justement c'est quelque chose qui est d'abord dans l'intérêt du club. Donc, moi, je pense que à partir d'un certain moment où le club se sentira prêt, que le modèle va marcher et va être stable, ben, le club pourra décider justement de prendre en charge reprendre en charge son centre de formation et continuer l'aventure tout seul. Mais à ce moment-là, il aura trouvé la bonne structure mises en place dans le centre, les bonnes personnes formées, et donc tous les bons process aussi de gouvernance. Donc tous les éléments, on va dire, de bonne réussite du centre de formation, ils seront mis en place, et donc par la suite, le club pourra reprendre la charge de son centre de formation. Donc là, il va falloir faire une distinction entre EvoSport qui est là et le fonds de formation. D'accord? Le fonds de formation, c'est un fonds qui a été créé par plusieurs partenaires. Et ce fonds-là, il est géré par Evosport. Donc, l'objectif de ce fonds, c'est de financer le fonctionnement des centres de formation et toutes les rentrées, qui sont principalement juste les frais de formation, ils vont aller vers le fonds de formation, pas vers Evosport. Evosport, c'est une société de gestion de ce fonds-là. Et donc là, l'objectif in fine de EvoSport, c'est de pouvoir équilibrer entre les charges et les revenus du fonds de formation, de telle manière à ce soit un modèle qui est pérenne dans le temps, que ce soit pas des fonds perdus, mais à un certain moment, par les retours de ces frais de formation, pouvoir équilibrer le fonds qui a été créé. Et par la suite, on espère arriver à un point d'équilibre et même de créer des gains qui seront réinvestis dans le fonds de formation. Donc, c'est pas un fonds qui a été créé pour créer, créer des gains, on va dire financiers, mais d'augmenter à travers les revenus, stabiliser les revenus par rapport à les charges et augmenter l'impact. C'est-à-dire que demain, si on arrive
dans quelques années, on arrive à équilibrer les charges et à dégager des bénéfices, ces bénéfices-là vont être réinjectés dans la formation. Ils vont pas aller en dividende. Donc le modèle, le business model, il a été pensé comme ça et le BP, il a été pensé comme ça. Voilà, on investissera, on va investir dans plus d'infra pour les clubs. On va essayer d'augmenter un peu encore plus le niveau de nos centres de formation, mais à aucun moment c'est fait pour justement faire de l'argent. Encore moins pour EvoSport, parce que EvoSport, il n'a pas été créé pour ça. Alors, c'est une très très bonne question. Et ça crée justement des compréhensions chez les gens, de manière générale. Alors, il faut savoir que les jeunes, c'est les jeunes des clubs. La licence des jeunes, c'est une licence des clubs, c'est-à-dire il y a une relation directe entre le jeune et son club. D'accord? Vous n'allez jamais trouver une licence au nom de vos sports. Euh, donc la contractualisation, on va dire même en cas de signature en professionnel, c'est entre le joueur et son club. Eurosport n'intervient pas sur ce volet-là. Nous, on intervient juste, on a mis en place justement euh, des conventions de formation qui lient justement les trois parties, le joueur, Evosport en tant que gestionnaire du centre de formation et le club. Donc voilà, on est positionné juste sur le volet formation. Donc on va dire à partir du moment que le jeune passe en professionnel, ben justement le club il reverse au fonds de formation les frais de formation de ce joueur-là. D'accord? Encore une fois, il le verse vers le fonds qui alimente le centre de formation. Donc voilà, c'est comme s'il l'injectait dans son propre fonds de formation pour pouvoir justement le réinjecter pour les promotions suivantes. Elle est fixe par rapport aux frais de formation pour un club de première division, de deuxième division aux Excellences. Donc, on a identifié ça et c'est par rapport aux normes internationales, normes de la FIFA et normes de réglementation en vigueur. Donc, à partir du moment que, on va dire, un joueur il passe professionnel, le club il reverse les frais de formation donc ils sont fixés. Et ils sont fixés, sauf qu'on a essayé justement euh, d'alléger la charge financière sur le club de telle manière à ce que ce passage se passe de manière la plus douce et pouvoir justement financer ce fonds. Le pourcentage des joueurs qui signent professionnels, pas en très haut niveau, c'est-à-dire on ne parle pas de des, des- des clubs participant à la Champions League d'Europe. Mais tous les joueurs qui signent dans toutes les catégories, on est autour de 60%. Ça, c'est pour les meilleurs, hein. On parle des, des modèles, des meilleurs modèles, que ce soit en Espagne, là, c'est les meilleurs qui ont une cinquantaine d'années de formation. Ils sont autour de 60%. Euh, la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait des 40%? D'accord? Et on a pensé à ça. Le groupe de travail qui a conçu ce modèle, il a pensé à ça. Donc, nous, notre objectif, c'est encore une fois d'investir dans les jeunes, pas que sur le volet, on va dire, athlétique, le volet technique, pour devenir des professionnels. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y aura justement autour de 40% qui ne seront pas professionnels. Donc là, parmi les choses sur lesquelles euh, on travaille de manière très sérieuse avec la fédération, avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, c'est le programme sport-études. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'effectivement, à un certain moment, il va falloir maintenir un certain équilibre entre la partie sportive et la partie éducation pour à la fin trouver, au meilleur des cas, un sportif de haut niveau mais et bien éduqué avec un diplôme, ou alors tout simplement un sportif un jeune qui a été euh,
formé sportivement, qui n'a pas pu aller au professionnel, mais au moins il a un diplôme. Donc, on est en train de travailler avec le ministère sur la mise en place à partir de l'année prochaine sur le programme sport-études. Et on est en train de travailler aussi au niveau du M6P sur des métiers relatifs au sport, de manière générale. Donc, pour préparer le post-bac avec des formations de très haut niveau sur les métiers du sport d'une manière générale. Comme ça, on aura des jeunes qui vont aller, s'ils veulent, soit dans les métiers du sport, soit dans d'autres métiers. Je peux vous dire, et là, j'ai en tête j'ai en tête des jeunes que je vois aujourd'hui dans nos centres qui sont excellents, qui sont vraiment excellents sur le plan éducation. Ils ont de très très belles notes. Et demain, ces jeunes-là, s'ils peuvent s'orienter vers d'autres métiers, rien à voir avec le sport, dans l'ingénierie, dans la médecine, dans l'architecture, etc., ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont cette base-là. Donc notre objectif aussi, c'est de créer cet équilibre entre la partie, on va dire, éducationnelle, formation en termes d'éducation académique, et la formation sportive pour que demain, on puisse avoir une réussite, on va dire, intégrée, et pas que sportive. J'ai parlé tout à l'heure de l'Académie Mohamed VI. Vous avez vu les joueurs à Nagrad, à Agrad, à Ansari. Il y a plusieurs modèles, hein, il y a plusieurs modèles qui sont sortis et qui sont un certain Kaby, un certain. C'est le bon modèle pour créer un certain circuit vertueux pour toute l'économie du football. C'est le modèle. Donc, moi, je suis, et avec moi, toute l'équipe du projet. Toute l'équipe projet, et on est convaincu qu'on aura, Inch'Allah, plusieurs Hakimi, on aura plusieurs Brahim, on aura plusieurs, j'ai pas envie de donner des noms, mais on est convaincu de ce modèle-là. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui a été mis en place dans le monde. Donc, il n'y a pas une raison. On a le talent, on a le talent. On a la base, je peux vous le dire. Aujourd'hui, on est en train de voir tout ce qui se passe dans les centres. On a de la matière première. La matière première, elle doit être juste travaillée, elle doit être juste travaillée de manière professionnelle pour donner un bon produit. Mais la matière première, on l'a, que ce soit au Maroc et encore en Afrique de manière générale. Donc, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les meilleurs en Europe, d'une manière ou d'une autre, on va dire, une ADN africaine. Donc, il y a aucune raison pour qu'on puisse voir, pas 40 millions d'euros, mais on a un Yamine Amal qui est marocain d'origine, qui est aujourd'hui valorisé à 180 millions, mais qui a été formé en Espagne. Donc, on parle de 180 millions, on parle de 100 millions d'euros, on ne parle pas juste de 40 millions. Donc, c'est ça, on est ambitieux. Euh, le président même de la fédération, il a une vision très très claire, il a une ambition très claire par rapport à ça. Il a pu contaminer tout le monde pour être la même, on va dire, le même enthousiasme. Et on est sûr, Inch'Allah, qu'on va arriver à les ordres de grandeur. Ça va prendre le temps ça a pris en Europe, mais on est sûr que ça va arriver, Inch'Allah. Peut-être avec nous, peut-être avec les gens qui vont venir par la suite, mais en tout cas, on essaie de tracer la route pour cet objectif-là. Ça, c'est effectivement l'un on va dire les enjeux, l'un les challenges qu'on a identifiés comme des points d'attention qu'on devrait mettre en place. Et donc, toute l'équipe a dit comment essayer de verrouiller ça. On sait qu'effectivement, c'est un risque, euh, même sur le plan international, hein. Ici au Maroc, à dire de par les valeurs qu'on a au Maroc, moi je peux dire que c'est beaucoup moins à l'international. Heureusement d'ailleurs, heureusement on a certains garde-fous, on va dire, de par notre éducation au Maroc, de par nos valeurs au Maroc. Donc les risques, il est moins que l'international. Mais n'empêche que dans les centres de formation, on a mis en place, on a pensé à une structure qui permettrait de réduire ce risque à néant. D'accord? Donc on a une structure, on a un responsable de centre de formation, on a des responsables d'internat. On a des process de retour d'information et de retour euh, de par les entraîneurs, les enfants, les parents aussi. Donc, on a une sorte de surveillance 360.
Bien sûr, en plus de tout ce qui est surveillance, on va dire digitale, etc., qui pourrait être mis en place. Euh, donc, oui, on a mis en place tout le mécanisme, on va dire, de surveillance qui permettrait de réduire ce risque-là. Et on a, alhamdoulilah, on a aussi de bonnes réussites. Euh, pour vous dire, Zama, de par l'assessment qu'on a fait dans les centres de formation qui existaient déjà, on n'a pas relevé des cas flagrants de ce qu'on est en train de parler dessus. Donc, on est rassuré par rapport à ça. On a eu des retours d'expérience. Au niveau même de l'IM6P, on a des gens, des collègues qui nous ont alimentés par rapport à certaines pratiques, par rapport à certains garde-fous qu'on peut mettre en œuvre. On a le LIDEX de Ben Grir, on a le LIDEX de Rabat qui sont aujourd'hui des structures. Alhamdoulilah, si je parle de l'IDEX de Rabat, vous savez très bien, c'est aujourd'hui devenu une référence à l'international. Alhamdoulilah, avec des résultats extraordinaires sur le plan académique. On a bien sûr le retour d'expérience des collègues de l'IM6P qui gèrent plusieurs milliers de jeunes. Donc, on a ce retour d'expérience qui nous permettrait de réduire, de maîtriser ce risque-là, en plus des structures qu'on a mis en place dans les différents centres. Et voilà, bien sûr, cela n'empêche pas les contrôles inopinés, parce qu'il y a, comme j'ai dit, plusieurs couches de contrôle. On a des directeurs régionaux, on a des directeurs de centre, on a un directeur de formation. Donc, il y a une certaine, on va dire, surveillance 360 de ce volet-là. Alors pour EvoSport, comme j'ai dit, on se positionne un peu dans le sport. On a commencé par le foot. Il nous a attiré de par ça, les réalisations, de par le momentum de la Coupe du Monde 2030, de la la CAN 2025 et ADA. Mais notre objectif aussi, c'est d'adresser le sport de manière générale. Et d'ailleurs, on est en train de signer des partenariats dans d'autres sports avec des organismes internationaux, notamment la NBA pour l'encouragement de la pratique du basketball, par exemple, dans les régions où on est installé. Et on est en train comme j'ai dit, de mettre en place des parcours de formation avec nos partenaires. On est en train euh, de créer un hub d'innovation. Euh, on essaie justement de se diversifier pour pouvoir, euh, comme j'ai dit, capter la valeur dans tout l'écosystème. Donc c'est ça l'objectif. Donc on essaie de se diversifier, on essaie de ramener et d'organiser euh, des événements internationaux euh, pour justement permettre cet échange d'expertise. Le dernier était le World Football Summit, en partenariat avec, avec la fédération aussi. Et donc l'idée, c'est aussi d'être ce hub, comme j'ai dit, sportif qui pourra participer d'une manière ou d'une autre à l'émergence du sport, Inch'Allah, national. On a les fondamentaux, ça a été initié depuis plusieurs années. Là, je pense que c'est le bon momentum pour participer tous à l'accélération de ce grand chantier qui a été lancé par Sa Majesté l'Insro. Et donc, je pense qu'on n'est pas les seuls. Je vois ça, Audrey, quand on discute avec tout l'écosystème, alhamdoulilah, et ça fait plaisir. Tout le monde veut apporter, tout le monde voit l'opportunité et tout le monde s'inscrit dans cette vision et qui a été accélérée justement euh, ces dernières années. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup.